Bien, les produits imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Alors, comme je l'indique dans la diapo, les produits imposables ne font pas l'objet d'une définition synthétique, dirons-nous, mais plutôt d'une sorte de définition composite. C'est-à-dire, comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer, en pratique, il s'agit plutôt d'une liste non exhaustive de revenus entrant dans la catégorie des produits imposables. C'est une méthode, hein, vous l'avez remarqué, assez habituelle en matière de fiscalité. On définit rarement des grands principes, hein. Même la notion d'impôt n'est pas définie à proprement parler dans le Code général des impôts. Par contre, on va procéder de manière très pragmatique en créant des catégories et en complétant ces catégories avec différents exemples. On va faire une série de cas qui va correspondre à ces catégories. Ben, c'est le cas pour, justement pour les produits imposables. Alors, ces produits imposables sont constitués tout simplement de produits d'exploitation, de produits financiers, de revenus de valeur mobilière et de produits exceptionnels. En marge des produits normaux, entre guillemets, hein, on peut ajouter, et on ajoutera quelques observations sur les produits illicites. Mais ce sera après. Alors voyons donc un peu plus en détail la liste des recettes ou des produits normaux de l'entreprise. Alors d'abord, les produits d'exploitation. Ben, tout simplement, il s'agit des produits des ventes, des travaux et des prestations de services qui constituent au fond le chiffre d'affaires de l'entreprise. Le produit net d'exploitation résultera en fait de la différence entre le total des ventes de l'exercice et le stock existant à la clôture de cet exercice et le total des achats réalisés lors de l'exercice et le stock existant au jour de l'ouverture de l'exercice. Alors, par parenthèse, mais c'est un détail, mais ça peut être utile, je dirais, en termes d'imposition. Les versements qui sont reçus de la clientèle, les avances en quelque sorte, qui sont reçues de la clientèle en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison de la marchandise ou l'achèvement des prestations. C'est-à-dire que de l'argent reçu par avance ne sera comptabilisé en produit que lorsque la marchandise ou le service aura été délivré au client. Voilà donc pour les produits d'exploitation. Je veux dire, sans rentrer dans le détail, on ne peut pas aller beaucoup plus loin et j'en resterai là. Deuxième aspect, on a ensuite les produits financiers, les revenus des valeurs mobilières. Alors, il s'agit par exemple des dividendes d'actions, des intérêts, des sommes qui ont été prêtées par l'entreprise éventuellement, ou qui ont été placées par l'entreprise d'une manière ou d'une autre, des revenus aussi d'obligations et de placements divers. Donc ça, ce ne sont pas directement des produits d'exploitation, donc on voit bien que ces produits ne sont pas issus de la vente de marchandises, de travaux réalisés ou de prestations de services réalisées par l'entreprise, mais constituent également des rentrées, hein, des revenus pour l'entreprise et doivent être bien sûr comptabilisés et traités, hein, dans le cadre de la fiscalité. Et puis, il y a les produits exceptionnels. Alors, on va classer dans ces produits exceptionnels, dans cette catégorie, les indemnités diverses et les subventions. On voit bien que par le caractère exceptionnel, c'est quelque chose qui n'a pas forcément, bien sûr, de régularité, hein. C'est en ce sens-là que les produits exceptionnels sont traités comme produits exceptionnels et qui ne correspondent pas non plus à des activités traditionnelles qui sont traitées dans les produits d'exploitation à proprement parler, voire dans les produits financiers, les revenus de valeur mobilière qui peuvent avoir un caractère de régularité. Les produits exceptionnels donc échappent aux deux premières catégories qu'on a vues. Et donc, on a deux sous-catégories, je dirais, de produits exceptionnels. On a les indemnités diverses, hein, perçues par l'entreprise au cours de l'exercice. Alors, il peut s'agir, mais la liste, bien sûr, n'est pas complète, n'est pas exhaustive. Il peut s'agir de primes d'assurance reçues par l'entreprise après un sinistre, un incendie, une inondation, des vols, les dégâts liés à un cyclone ou autre. Il peut s'agir aussi d'indemnités d'expropriation, hein, au cas où, relativement rare quand même, où l'entreprise aurait des terrains expropriés pour des raisons d'utilité publique.
peut aussi s'agir de dons reçus par l'entreprise. Bon, là aussi, ça dépendra du type d'entreprise ou du type d'activité. Il peut y avoir aussi des bénéfices liés à des opérations de change. Quand l'entreprise travaille avec l'extérieur, et ben, elle a forcément un aléa qui est lié au taux de change. Par exemple, si elle exporte vers tel ou tel pays et qu'elle doit convertir sa monnaie, l'euro par exemple, en dollars, il peut y avoir un risque de perte au change ou au contraire un risque de gain qui n'est pas lié à l'activité économique elle-même et qui va être lié à quelque chose qui est en dehors de cette activité, hein, qui est le taux de change hein, entre l'euro et puis la monnaie dans laquelle l'entreprise travaille. Donc il peut y avoir un lien lié à ces opérations de change. Il peut y avoir aussi des remboursements qu'on appelle des dégrèvements d'impôts, de taxes, etc., etc. Donc on a cette catégorie d'indemnités diverses. Et puis on a une deuxième sous-catégorie de subventions. Alors les subventions sont un peu plus délicates à manipuler. En principe, faut avoir présent à l'esprit que toutes les subventions reçues par l'entreprise sont imposables puisqu'elles entraînent une augmentation de l'actif net. Mais il faut distinguer entre ce qu'on appelle les subventions d'exploitation et les subventions d'équipement. Alors une subvention, je rappelle, hein, mais vous le savez, c'est une somme hein, qui est donnée par un tiers. Hein. Ça peut être l'Union européenne, l'État, une collectivité territoriale, etc., etc., pour la réalisation de telle ou telle chose ou pour l'équilibre des comptes éventuellement. La subvention se distingue du prêt par le fait qu'elle elle n'est pas remboursable, hein, bien sûr, entre autres caractéristiques. Alors, je disais distinguer hein, les subventions, il faut distinguer les subventions d'exploitation et les subventions d'équipement. Alors, la subvention d'exploitation, les subventions d'exploitation sont imposables quand elles existent, dès lors qu'elles vont augmenter le bénéfice d'exploitation. Autrement dit, il se peut très bien qu'une subvention vienne combler un trou, je dirais un défaut de recettes ou une insuffisance de recettes. C'est par exemple le cas pour des entreprises qui peuvent être délégataires, des entreprises privées qui peuvent être délégataires de services publics. Il se peut que les charges de l'entreprise dépassent ce qu'elle reçoit en produits, par exemple, de la vente, imaginons une entreprise de transport, de la vente de billets de transport, ou de la subvention reçue de la collectivité territoriale, oui, territoriale ou de la collectivité publique pour faire fonctionner le service de transport, par exemple. Dans ce cas-là, il se peut que la collectivité publique compense le déficit, en quelque sorte, par l'octroi d'une subvention complémentaire. Alors, cette subvention ne sera imposable que si, au final, dans l'année, enfin au bout de l'année d'exploitation, l'entreprise délégataire de services publics a fait un bénéfice. Mais si la subvention vient purement et simplement combler un trou, eh ben, on l'a déjà vu, euh, les produits à ce moment-là sont égaux aux charges et l'assiette de, comment dirais-je, le bénéfice net est égal à zéro et dans ce cas-là, il n'y a pas d'imposition. Il y a un deuxième type de subvention qu'on appelle la subvention d'équipement, ou les subventions d'équipement, autrement dit celles qui permettent l'acquisition, la création d'immobilisation. Elles vont être accordées aux entreprises, alors soit par l'Union européenne, comme je l'indiquais déjà, soit par l'État, soit par des collectivités territoriales, soit même par des tiers hein, qui sont éventuellement délégués hein, pour accorder ces subventions par des collectivités publiques. Dans ce cas-là, les subventions d'équipement sont imposables au titre de l'année où elles sont acquises, nées dans le temps. L'idée, si vous voulez, c'est très simple, c'est qu'il faut éviter de gonfler artificiellement les résultats imposables, donc les impôts. Et donc c'est tout à fait prévu, hein. C'est notamment prévu et explicite dans le précis de fiscalité, hein, les paragraphes 2948, oui je lis bien, et 2951. Éventuellement, on regardera ça, mais l'idée, c'est que si vous avez un investissement, imaginons de 500 000 euros, une subvention, imaginons, totale de 250 000 euros, si on vous verse la subvention de 250 000 euros sur un exercice, ça va gonfler
de manière artificielle ou de manière importante en tout cas vos résultats et ça va augmenter donc vos impôts. L'idée à ce moment-là est d'échelonner hein, dans le temps la subvention au rythme, par exemple, de l'amortissement de l'immobilisation, par exemple, hein, s'il s'agit de biens amortissables que vous avez acquis avec la subvention d'équipement. Voilà donc quelques éléments sur les produits imposables. Alors juste par parenthèse et pour casser le rythme du cours, je voudrais évoquer avec vous le, le cas particulier du traitement des produits imposables d'activités illégales. Et puis on passera après à l'étude des charges déductibles. Là, c'est un autre morceau et un gros morceau. Alors en marge des produits imposables normaux, entre guillemets, je vais vous dire quelques mots des produits imposables anormaux, et plus précisément des produits illicites ou illégaux, ou produits d'activité illégale. Alors cette évocation rapide, comme je l'indiquais juste avant, me permet aussi de casser un peu le rythme et puis d'enfoncer le clou sur le caractère pragmatique hein, de la fiscalité, qui, comme je le disais depuis le début, ou comme je le disais au début, et je l'ai répété, utilise les instruments juridiques, mais n'est pas vraiment du droit. Alors vous avez compris qu'en principe, tous les revenus perçus par l'entreprise, ou le particulier d'ailleurs, sont des produits imposables. Alors qu'il s'agisse bien sûr de revenus licites, c'est-à-dire conformes aux lois et aux bonnes mœurs, en tout cas des revenus obtenus légalement, ou de revenus illicites, c'est-à-dire le contraire, des revenus obtenus illégalement, par voie directe ou indirecte. Je voudrais en dire deux mots à la suite d'une observation qui m'avait été faite par un étudiant il y a quelques années, qui s'étonnait en fait que le fisc impose les produits illicites, hein, à la suite d'un des exemples que j'avais donné, vous savez, la personne qui a une activité de transport de stupéfiants et dont le bateau est saisi, etc., etc., et qui va devoir être obligé de payer des impôts sur ces activités illicites. Et donc, l'étudiant ne comprenait pas pourquoi puisque c'était illicite, et donc ça ne devait pas exister, pourquoi le fisc et l'État faisaient semblant de considérer ça comme légal. La réponse que j'avais faite est toujours la même d'ailleurs, c'est celle que je ferai encore, c'est aujourd'hui, c'est que en fait, ce n'est pas parce qu'une activité est illégale qu'on ne doit pas payer d'impôts. Ne pas faire payer d'impôts aux activités illégales à partir du moment où on les découvre, ça serait en quelque sorte donner une prime aux gens qui sont dans l'illégalité. C'est-à-dire non seulement ils sont en fraude, mais en plus ils ne vont pas payer d'impôts. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point qui est lié un tout petit peu au premier, c'est que quand l'État va faire payer des impôts sur une activité illégale, ça ne signifie pas du tout, en tout cas c'est pas du tout l'esprit, que l'activité est en quelque sorte légalisée, est en quelque sorte reconnue. Il n'y a pas de reconnaissance de la part de l'État, de la part du fisc, sur la légalité ou le bien fondé de l'activité. Ce n'est pas parce qu'on paye des impôts que ben voilà, à partir du moment où je paye des impôts, j'ai droit à ci, j'ai droit à ça, je suis en situation régulière. Vous vous souvenez d'ailleurs de la définition de l'impôt hein, qu'on a vu au tout début du cours, hein, attribué à Gaston Gèze. Un des aspects, un des critères, un des 5 critères de l'impôt, c'est que le contribuable, la personne qui paye les impôts, quelle que soit sa situation juridique, légale ou illégale, n'a de ce fait-là aucun droit, je dirais, à obtenir un service particulier ou a fortiori une reconnaissance particulière de l'État. Donc, j'avais répandu ces aspects-là, et puis au fur et à mesure, je me suis dit, les années suivantes, il faut quand même que j'essaye d'expliciter ces aspects-là, à savoir les produits d'activité illégale, pourquoi et comment sont-ils fiscalisés? D'abord, quelles sont ces activités illégales? Alors, sur le comment elles sont fiscalisées, j'ai déjà donné quelques éléments de réponse, on y reviendra un tout petit peu plus tard, mais j'ai dit dans la première partie du cours ou en introduction que les produits d'activité illégale étaient imposables au titre des bénéfices non commerciaux, qui est une catégorie balai,
hein, qui récupère tous les impôts qui ne sont pas payés à d'autres titres. Donc sur cet aspect-là, j'avais déjà répondu. Maintenant, je voudrais donner quelques éléments, hein, sur ces activités illégales. Alors, je disais à l'instant que, en principe, tous les revenus perçus par l'entreprise sont imposables, qu'il s'agisse de revenus licites ou de revenus illicites. Et je précisais donc que ces revenus illicites étaient des revenus obtenus illégalement par voie directe ou indirecte. Donc je voudrais développer en quelque sorte ou préciser, donner quelques petits points de précision là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que les produits d'activité illégale, dès lors qu'ils sont connus, puisque bien sûr vous imaginez qu'ils ne sont pas nécessairement connus, n'échappent pas à l'impôt. Alors voyons simplement pour illustrer ça, je ne développerai pas beaucoup plus, mais simplement quelques exemples ou des exemples de revenus obtenus illégalement, d'abord par voie directe, ce qu'on appelle par voie directe. Par exemple, les recettes réalisées par un trafiquant qui participe à la production, à la fabrication, à l'importation, à l'exportation, au transport, à la détention, à l'offre, à la cession, à l'acquisition, à l'emploi illicite de stupéfiants sont imposables. Voilà, là, ce sont des revenus obtenus par voie directe. La personne trafique et donc, par exemple, elle transporte des stupéfiants, elle gagne son argent comme ça, ou elle fabrique des stupéfiants, ou elle importe des stupéfiants, et cetera, ou elle deal des stupéfiants dans la rue. Bon, OK. Là, c'est une activité illégale, avec des revenus obtenus, directement et là, les revenus sont imposables. De même, les sommes perçues, autre exemple, par un tueur à gages. En paiement de ces services, eh ben, ces sommes sont imposables et ce sont des activités illégales, des revenus d'activités illégales obtenus par voie directe. Naturellement, comme il est assez peu probable au fond que le trafiquant ou le tueur à gages déclare spontanément au fisc leurs revenus clandestins, l'imposition, comme je l'ai déjà peut-être évoqué, l'imposition n'aura lieu qu'après une enquête fiscale, lancée éventuellement sur information judiciaire ou policière, et puis la rectification ou la reconstitution de la déclaration de revenus. On en a parlé, hein, je crois, en première partie de ce cours, à propos, me semble-t-il, de la déclaration de revenus et de la méthode indiciaire, hein, de reconstitution des revenus. On verra plus loin dans ce cours, comme je l'indiquais, que les revenus provenant d'activités illégales sont généralement assimilés à des bénéfices non commerciaux, des BNC, et imposés dans cette catégorie de revenus professionnels. Et bien sûr, je le rappelle, ça n'exclut pas, et ça va de soi, hein, les amendes et les condamnations pénales ou douanières, et douanières éventuellement, qui seront prononcées à la suite de la découverte de ces activités illégales. Donc ça, c'est pour, je dirais, les revenus obtenus illégalement par voie directe. Il y a aussi la possibilité d'obtenir illégalement des revenus par une voie plus indirecte. Alors là, ça peut être l'exemple ou l'exemple illustration, pardon, d'une entreprise qui va participer en connaissance de cause à des opérations qui ont pour but de masquer l'origine frauduleuse de certaines sommes d'argent. Alors, les textes officiels utilisent le terme de blanchiment, qui vient de l'anglais, l'américain money laundering. Ce terme a un champ d'application assez large, hein, puisqu'il va qualifier les opérations qui permettent, au fond, quelle que soit la technique employée, de parvenir à donner une origine légale à des ressources financières qui ont initialement une origine illégale. Donc ça, c'est un point assez intéressant, assez important. Par parenthèse, hein, je signale que l'article 424-1 du Code pénal définit simplement le blanchiment comme l'introduction du produit d'une infraction dans l'économie légale pour en dissimuler l'origine. Donc, vous voyez, ce terme a un sens très très large, hein, quand même, et permet justement à la police et à la justice de couvrir un certain nombre de cas qu'on n'a pas forcément catalogués, identifiés, parce que au fond, vous voyez qu'avec cette définition, on peut faire beaucoup de choses. Alors, le terme blanchiment, en fait, comme vous l'avez compris, est une référence au lavage du linge, au laundering. Et le cycle de lavage peut être, de ce point de vue-là, plus ou moins long. Je voulais simplement vous donner pour dire que la question est en quelque sorte bien maîtrisée. On peut avoir un cycle court, hein. Je vous donne une illustration, hein, qui est donnée d'ailleurs par le ministère français de la Justice, qui nous dit l'une des techniques les plus classiques consiste à recourir à la création de commerces dont les chiffres d'affaires est essentiellement constitué de paiements en espèces.
On peut également avoir recours à des opérations de change justifiées par des déplacements fréquents de personnes ou de marchandises importées et exportées fictivement. Alors, pour poursuivre sur les cycles de lavage, il peut y avoir aussi un cycle long qui consisterait, toujours selon le ministère de la Justice, en un pré-lavage, un lavage et un essorage. Alors, ils nous disent, hein, tout au long de ce circuit, l'argent sale va obtenir un statut de plus en plus honorable, mais aussi de moins en moins liquide, et son origine va être de moins en moins perceptible. Ainsi, continue le ministère, le prélavage ou placement va consister à transformer les petites coupures tirées par exemple du trafic de stupéfiants en coupures plus importantes, puis en monnaie scripturale, des chèques, des virements. La création de commerces aux revenus essentiellement constitués d'espèces est l'un des moyens les plus classiques, laverie automatique, pizzeria, etc. Mais le placement peut être beaucoup plus intellectuel et concerner les conseils d'un intermédiaire qui réalisera l'opération financière vers une agence à l'étranger dont il détient souvent les intérêts. Donc ça, c'est le prélavage. On a aussi le lavage, ou empilage, ou encore dissimulation. Pour le ministère de la Justice, ce lavage, c'est la manœuvre qui va permettre de masquer la réalité de l'opération, afin d'en gommer les traces. Outre la création de sociétés écrans, les blanchisseurs vont utiliser la technologie moderne en matière bancaire et fiduciaire, ainsi que les instruments financiers et boursiers les plus diversifiés. Et enfin, il y a l'essorage, ou l'intégration, ou encore l'opération de conversion. Mais si on reste dans l'esprit du laundering, parlons d'essorage. Alors pour le ministère de la Justice, c'est la troisième phase à l'issue de laquelle l'argent sale est blanchi par l'intégration des produits criminels dans le circuit de l'économie légale. Les formes sont diverses et vont de l'achat de bons du trésor, de fonds de placement ou encore les sociétés immobilières à capital variable, les SICAV, jusqu'au placement immobilier boursier conséquent. Donc voilà, vous comprenez pourquoi même les activités illégales doivent être imposées et ne sauraient passer au travers de la fiscalité. Elles sont très très répandues par des canaux de plus en plus diversifiés, de plus en plus intelligents, je dirais. Et donc c'est de l'économie et ça serait dommage que ça échappe aux impôts et que finalement seuls les honnêtes gens aient le droit ou l'obligation de payer des impôts. Voilà, après les produits imposables et cette parenthèse sur les produits, comment dirais-je, d'activité illégale, on va aborder un aspect très très important du cours, à savoir les charges déductibles dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux.